groupes qui avancent. Nous connaissons ça en Union européenne depuis pas mal de temps. Mais est-ce que c'est le modèle pour l'avenir? C'est ça la grande question. Les expériences, qu'est-ce qu'elles disent? Regardons Schengen, par exemple, une expérience que vous connaissez, pas de manière positive peut-être, mais tout de même, c'est une expérience de coopération renforcée très importante en Europe. Prenons l'expérience monnaie commune, pour en prendre juste les deux plus grandes expériences. Chaque fois, c'est un groupe qui avança, et chaque fois, il y avait d'autres qui voulaient absolument y accéder. Avec les résultats que Schengen inclut presque tout le monde maintenant, et que la monnaie commune a été intégrée au traité de Maastricht et est une obligation formelle à tout le monde sous condition qu'il y a à remplir. Donc, par le passé, la coopération renforcée, le groupement était bien un résultat des gens qui voulaient aller plus loin que les autres, mais il y avait toujours un effet d'entraînement qui faisait que les autres ne voulaient pas être laissés de côté ou en arrière. Ils voulaient accéder. Donc pour le passé, on dirait c'est un modèle très intéressant, mais qui ne sera pas le scénario d'avenir. Pour l'avenir, c'est peut-être différent, qui sait. Puisque il paraît qu'il y ait des pays membres qui ne veulent pas se joindre à cet effet d'entraînement, peut-être, on verra. Il y a un cas grave et classique, c'est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est celui qui est resté en dehors et de la monnaie commune et de Schengen et d'autres initiatives également. Donc, oui, ça existe des cas comme ça, exceptionnels. Est-ce qu'on aura plus de ça? Je ne sais pas. Prenez encore une fois les deux cas Schengen et monnaie unie et demandez-vous quels pourraient être les moteurs d'un noyau dur. Le moteur d'un noyau dur serait des intérêts partagés et des capacités partagées, n'est-ce pas, en premier lieu. Et regardez, la monnaie unie entre la Grèce et l'Allemagne, tout le monde est dedans. Est-ce que ça sera un vrai noyau dur? On ne peut pas le dire. Pour Schengen, c'est la même chose, c'est-à-dire... Donc, il faudrait quelque chose de neuf. On verra bien. Ce que je voulais dire, c'est l'inverse. C'est-à-dire que certains pays riches n'aient plus envie de payer pour des pays qui sont à... Oui, j'ai bien compris, mais à vrai dire, j'ai du mal à imaginer. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a tout bêtement, à cause de l'élargissement du nombre, il y a tout bêtement une baisse des ressources distribuées pour chacun. Tout bêtement parce qu'il y a beaucoup plus qui reçoivent. Mais ça m'étonnerait tout de même que cela donnerait, peut-être avec la monnaie, s'il y avait encore un renouvellement de la crise, si des pays qui sont plus stables, qui veulent faire leur politique monétaire plus stable, leur politique fiscale plus stable, et qui se voient empêchés en cela par les autres, ça peut être un scénario catastrophe. On verra. À vrai dire, je ne sais pas. Et après coopération maghrébin européen, il y a plusieurs modèles
au niveau économique, n'est-ce pas? Il y a le modèle la Chine, coopération avec la Chine. Je ne parle que coopération économique. Hein. Et le deuxième modèle, Singapour ou Taïwan. Là, c'est un modèle dont le moteur est un grand marché intérieur auquel cherchent l'accès les grandes entreprises de l'extérieur. Et donc, ils veulent établir des coopérations économiques, s'il le faut, pour accéder à ce marché-là. Mais ça ne fonctionne que à condition de ce que vous contrôlez l'accès à votre grand marché. Le gouvernement chinois, oui, il y arrive assez, même trop bien. Hein. Mais l'Afrique du Nord, pour cela, il faudrait peut-être plutôt s'occuper des relations intra-nord-africaines pour pouvoir établir quelque chose qui représente un marché bon, reste peut-être le deuxième modèle, c'est Singapour, Taïwan, c'est-à-dire là vous produisez à des frais super compétitifs qui intéressent des gros producteurs des pays avancés pour y aller et ou partager la production ou la externaliser totalement vers ces lieux de production. Et ce qui est intéressant avec le Taïwan et Singapour est qu'ils ont réussi à accompagner, si vous voulez, de faire de bas de gamme jusqu'à haut de gamme toutes les étapes, en apprenant à chaque étape eux-mêmes. Et si vous voulez, là, il y a quand même, on peut les faire, nous savons, il y a des exemples. Et ils produisent eux-mêmes maintenant. Et ils produisent eux-mêmes, ils concurrencent la Corée, c'est la même. Donc il y a des exemples qu'on peut le faire, même en étant intégré dans le marché libre. Même ces pays-là, eux aussi, ils se sont protégés un petit peu au début. Hein. La Corée, mais tout de même. Donc ça fonctionne aussi, mais là aussi, il faut rajouter à ce que certains pays à l'intérieur de l'Europe même, le Portugal par exemple, ils pourraient faire beaucoup mieux, ils auraient pu apprendre beaucoup mieux avec les investissements qu'ils ont eu de l'Allemagne, de la France, etc. Bon, ils se sont contentés de rester au niveau et ça ne marche pas. Il faut, avec la concurrence internationale du coût de main-d'œuvre, on ne peut pas rester là-bas. Ça sera l'Asie ou l'Europe de l'Est qui va nous prendre les jobs. Donc il faut à la fois en profiter et monter soi-même avec un effort supplémentaire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, merci.